Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous avons rendez-vous avec Michel Rumi, économiste associé de SPAC, pour un exercice de décryptage économique. Bonsoir Michel, ravi de vous retrouver. Un rendez-vous un peu people aujourd'hui, puisqu'il y a quelques jours de cela, nous en avons parlé autant que possible, évidemment, dans l'émission. Nous quittait Alan Greenspan à l'âge de 100 ans. Il a tenu 5 mandats quand même, je crois, à la tête de la Réserve fédérale américaine, 20 ans, de 1987 à 2006. Alors vous dites, avant d'en faire un personnage historique, c'est l'occasion aussi de revenir sur le fonctionnement de l'économie et ce que la politique monétaire et l'économie peuvent avoir en commun. Tout à fait, parce que quelle est l'idée, c'est que on peut pas rester 20 ans, on va dire, à la tête de la Fédérale Réserve sans avoir impacté le monde des affaires fédérales. Et donc, c'est ça qui est très important, parce que la Fédérale Réserve, c'est pas n'importe quelle banque centrale, c'est la banque centrale de la première puissance économique. Et puis, en même temps, ce qu'il faut bien voir, c'est que le dollar étant la monnaie, la devise internationale, eh bien, les décisions de politique monétaire associées avec la place du dollar fait que, eh bien, ça impacte les marchés financiers européens, les mouvements de capitaux sur les pays émergents, etc. Et d'une certaine manière, on peut dire que Greenspan a été, dans une certaine mesure, une illustration de la mondialisation financière, c'est-à-dire qu'une décision dans un endroit bien précis pouvait affecter l'ensemble de la planète, d'une certaine manière. Est-ce qu'il a été à cette époque l'homme le plus puissant du monde, Michel ? On peut, dans une certaine mesure. Alors, il n'y avait pas les Elon Musk, il y avait d'autres grands investisseurs et d'autres grands capitaines d'industrie à l'époque, mais pas avec ces tailles d'entreprise qu'on a aujourd'hui, qui obligent à se poser la question de savoir qui est le plus puissant entre un Elon Musk et les chefs d'État, etc. Mais à l'époque... À l'époque, oui, parce que, je dirais, il faut se remémorer que, je dirais, dans la décennie, on va dire, 90-2000, la Fédérale Réserve était encore cette puissance, elle a encore. Hein, oui. Mais, Don't fight the Fed. C'est elle qui initiait le mouvement de l'activité économique. Et puis, je dirais, bon, c'est ça qui fait que, quand on est à la tête d'un gros paquebot, on fait attention, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui fait que les Français, et même ceux qui n'ont jamais entendu parler d'Alan Greenspan et qui n'entendront peut-être jamais parler de leur vie d'Alan Greenspan, c'est pas grave, qu'est-ce qui fait quand même que cet homme-là a eu une influence aussi sur la vie des Français, par exemple, pendant les 20 ans pendant lesquels il a présidé la Fed. En effet, vous avez raison. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'une banque centrale, on va dire pour simplifier, a un outil qui est fondamental, c'est les taux directeurs. Et donc, ce taux directeur affecte, on va dire, le taux de refinancement des banques commerciales. Et donc, lorsque le taux baissait, lorsque le taux d'intérêt américain baissait, donc ça se diffusait progressivement dans l'économie mondiale. Et donc, les banques pouvaient faciliter l'octroi de crédit aussi bien aux ménages qu'aux entreprises. Et donc, il y avait les prix immobiliers, l'investissement des entreprises, consommation des ménages. À l'inverse, lorsqu'il augmentait les taux, ça pouvait avoir des restrictions. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière, et ce qu'il ne faut pas perdre en même temps, c'est la notion d'éducation financière. Ouais, bien sûr. C'est que derrière chaque opération économique, que ce soit un crédit immobilier, achat d'une voiture ou un investissement, il y a une décision de politique monétaire, donc de banque centrale. Et en fait, ce qu'il faut bien saisir, c'est que la Banque centrale agit comme, on va dire, le régulateur de la vitesse de l'économie. Et c'est ça qui est important de saisir à travers, ce personnage qui a beaucoup influencé la vitesse de l'économie. Alors, Alan Greenspan, c'était un grand banquier central. C'était aussi un homme de punchline, un homme d'expression. Une des expressions qui est restée dans l'histoire, il la prononce, je crois d'ailleurs, une seule fois dans sa carrière, à l'occasion d'un discours en 1996, décembre 1996. Alan Greenspan nous parle de l'exubérance irrationnelle des marchés. Qu'est-ce qu'il a voulu dire à ce moment-là avec cette expression? En fait, dans toutes les théories économiques et financières, on parle de rationalité des marchés. Les marchés sont des acteurs et en même temps les marchés ont l'information parfaite, etc. Et en fait, lui part d'un principe, il dit, mais concrètement, les investisseurs ne sont pas toujours rationnels. Ils achètent dans un environnement euphorique d'une certaine manière. Ils peuvent acheter des actifs à un prix supérieur à leur valeur intrinsèque, valeur fondamentale. Et c'est ça qui est très important parce que il a été, on va dire, novateur à cette période. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est cette idée de exubérance et donc d'irrationalité des investisseurs est à la base de la finance comportementale. Et aujourd'hui, on parle donc bien sûr, il y a les données économiques, mais il faut parler
parler du comportement des investisseurs, des anticipations, de la psychologie, et même parfois de l'effet de mode. Et donc, on retrouve ça à travers, on va dire, certaines crises financières, et aussi bien des subprimes dernièrement que un peu plus tôt, on va dire, plus tôt, même beaucoup plus tard, les bulles de tulipes. Donc, c'est ça qui est important de comprendre, et c'est ça qui fait que il a eu une autre vision des marchés financiers d'une certaine manière. Effectivement. Petit aparté d'ailleurs, décembre 96, il fallait évidemment écouter Alan Greenspan, mais il fallait pas en faire une politique d'investissement, parce que le marché a continué de monter jusqu'en mars 2000. Qu'on puisse parler d'exubérance irrationnelle, ça ne veut pas dire qu'on peut prévoir l'éclatement d'une bulle. Et c'est ça, tout à fait. c'est ça la difficulté, c'est qu'on peut dire oui. Ça paraît exubérant. C'est exubérant, mais je ne peux pas te dire quand ça va éclater. Et c'est ça qui est très important, c'est que il a eu, on va dire, son idée était de dire on ne peut reconnaître qu'une bulle que quand elle a éclaté. C'est ça. Et c'est ça qui fait. Donc on peut imaginer la même chose aujourd'hui avec les valorisations de certaines valeurs technologiques ou tout ce qui touche avec l'IA, quoi. Le grand drame de la fin de carrière d'Alan Greenspan, c'est quand même ce qui s'est passé. Alors après son départ de la Réserve fédérale américaine, mais il y était encore jusqu'en 2006. Et c'est vrai que les prémices de la crise des subprimes se font jour en 2007, avec bien sûr la grande faillite de Lehman Brothers ensuite en 2008, la grande crise financière et tout ce qui s'en est suivi. Est-ce qu'Alan Greenspan, et c'est des critiques qui lui ont été adressées directement, auxquelles il a tenté de répondre à la fin de sa carrière, est-ce qu'il a été responsable en partie, un peu, beaucoup des événements de 2008 sur les marchés? On ne peut pas, on va dire qu'il est le seul responsable. Il a une part, et plusieurs études ont montré que pendant sa mandature à la présidence de la Fédérale Réserve, eh bien, il a pris des décisions qui étaient favorables, on va dire, à la prise de risque excessive. Et donc après, ce qu'il faut bien voir aussi, il faut prendre le contexte, c'est qu'après la bulle Internet, il y a eu les événements de septembre 2001, il fallait refaire partir l'activité économique, donc on fait baisser les taux. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il fait baisser les taux, on va dire, d'une certaine manière, mais des personnes et donc des acteurs ont pris des prises de risques excessives, et c'est ça qui fait que on a favorisé l'endettement immobilier, mais en même temps toute la bulle financière, pas la bulle, l'écosystème financier monétaire, eh bien a développé des produits un peu, on va dire très explosifs. Bien sûr. Et trop exotiques. Voilà, trop exotiques. Oui. Et puis ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, quand il a commencé à gérer l'affaire un peu mieux, eh bien d'un seul coup, c'est là où concrètement les risques sont apparus. Et c'est ça qui est apparu, et c'est ça qui est aussi ce qu'il faut retirer de la philosophie, on va dire d'une certaine manière, de la crise de 2008, c'est que une stabilité apparente ou on va dire une bonne santé économique et financière peut cacher des risques, et c'est cette croissance qui fait que il faut pas se dire qu'il n'y a pas de risque. Bien sûr. Donc c'est ça qui est fait. Est-ce qu'il a reconnu des erreurs d'ailleurs après avoir quitté la Réserve fédérale américaine? Oui, en fait, et c'est ça aussi l'affaire des grands hommes, on va dire. On reconnaît ses erreurs, et il a reconnu avoir surestimé la capacité des agents financiers et des marchés à s'autoréguler. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que il considérait que les marchés pouvaient très libertarien dans l'esprit aussi. Il faut le redire, Greenspan. Tout à fait, tout à fait. Il disait, finalement, on va gérer, les marchés vont gérer, et donc chacun gère ses risques. Et ce qui est surprenant, c'est que, en fait, et c'est ça aussi qu'il faut bien voir à travers cette crise de 2008, c'est que on peut chercher, chaque individu ou chaque entité économique peut chercher à maximiser, je dirais, ses performances. Donc c'est un intérêt rationnel, mais que quand tout le monde le fait en même temps, ça peut arriver à un risque encore plus grand, et donc c'est ce qu'on peut appeler un risque systémique. Et c'est ça qui est important, c'est que la rationalité d'individus n'empêche pas un risque après potentiel global. Ce qui est très intéressant, c'est que Alan Greenspan nous quitte à l'âge de 100 ans, je le rappelle encore une fois, au moment où Kevin Warsh prend la tête de la Réserve fédérale américaine. On a senti dans la première communication de Kevin Warsh l'envie de revenir à quelque chose des années 90. Est-ce que les débats qui prévalaient à cette époque-là, à l'époque Greenspan, sont des débats encore contemporains aujourd'hui? Oui,
dans une certaine mesure, et je dirais dans une certaine mesure et plus que jamais, parce qu'en fait, c'est le rôle de la Banque centrale dans un environnement particulier aujourd'hui, c'est jusqu'où faut-il soutenir la croissance, est-ce que je dois, en tant que banque centrale, est-ce que je dois intervenir face à des valorisations un peu qu'on peut juger excessives, est-ce qu'il faut comment gérer l'inflation, la croissance, la stabilité financière, et en fait, c'est ça qui fait que ces questions qui sont encore d'actualité existaient dans les années 90, et d'une certaine manière, Kevin Warsh, je dirais, revient un peu, prend une nouvelle gouvernance. Pour moi, à mon sens, c'est que la nomination de Kevin Warsh donne, c'est pas des actions de politique monétaire, mais une nouvelle gouvernance avec... Une méthode. Voilà, c'est ça. Quelles leçons l'épargnant doit-il retirer de tout ça, Michel, avec l'exemple, effectivement, d'un homme qui, pendant 20 ans, aura dirigé la Réserve fédérale américaine et donc la politique monétaire mondiale, pour dire. Je dirais pas une, mais deux leçons. Première des choses, c'est que l'environnement monétaire influence profondément les performances des placements, et ça peut être évident, mais il faut bien savoir d'où cela revient. Et puis, deuxième chose, c'est que toute situation économique n'est pas permanente. Et donc, pour un épargnant, il faut jamais se rester, on va dire, dans un même schéma, que si on veut être un bon épargnant et un bon investisseur, eh bien, on cherche plutôt, non pas à avoir la martingale, mais de prévoir ou de créer des portefeuilles qui peuvent résister à plusieurs scénarios. Et donc, en fait, ça revient à dire, c'est qu'il faut diversifier son portefeuille et stratégie pour, on va dire, subsister encore quelques années. Bon, 30 secondes pour finir, Michel, qu'est-ce qu'il faut retenir ? La leçon à retenir des 20 ans de pilotage de la politique monétaire par Alan Greenspan. Je dirais trois choses. La place des banques centrales dans l'économie mondiale, l'influence décisive des taux d'intérêt, et puis la difficulté de détecter les bulles financières avant leur éclatement. Et donc, l'incertitude n'est pas une anomalie de marché, on va dire, de l'économie. Elle en fait une caractéristique permanente. C'est ça. C'est pas un bug, c'est un feature de l'économie aujourd'hui. L'incertitude appartient au régime économique et au marché. Merci beaucoup, Michel. Michel Rumi avec nous chaque mois, économiste associé de SPAC dans Smart Bourse, à retrouver bien sûr sur bismart.fr.